Bonjour à tous, je suis Macha Binot, je suis la rédactrice en chef des médias du Mouvement Up. On est aujourd'hui sur le lancement d'un cycle, un cycle sur la démocratie. L'enjeu de est-ce que la démocratie se réinvente ou pas et où est-ce qu'on en est actuellement. Comme je vous le disais, je suis la rédactrice en chef du Mouvement Up et le Mouvement Up, c'est un média, voire même un cross-média, puisque nous sommes papier, digital, événementiel, radio et podcast, avec une seule ligne éditoriale et une seule ligne de conduite, de mettre en lumière des acteurs du changement comme vous avez ce soir avec nous. Et je suis très heureuse de vous accueillir. On va faire un premier tour de table sur cette thématique qui est la démocratie se réinvente. Ça sera l'objet d'un rendez-vous régulier. Autour de la table ce soir, Mathilde Dimer, Antoine Brachet et Clément Mabi. Honneur aux femmes oblige. Mathilde, je vais te laisser te présenter et expliquer un peu ce qu'est démocratie ouverte. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde Dimer, je suis à la fois militante climat et en même temps militante pour une démocratie véritable au sein de Démocratie Ouverte, qui est un collectif qui rassemble à la fois des chercheurs, des citoyens et ce qu'on appelle des innovateurs démocratiques. Donc c'est des associations, des startups qui essaient concrètement sur le terrain de réinventer notre démocratie au quotidien. Et il y a quelques temps, Démocratie Ouverte a contribué fortement à créer un collectif qui s'appelle les Gilets citoyens, qui a beaucoup poussé et œuvré à la création de la Convention citoyenne pour le climat. Convention citoyenne dont tu vas nous donner quand même peut-être ton retour, ton expérience, et tu vas nous partager cette expérience-là, qui est une expérience assez unique, mine de rien, en termes de format. Je passe la parole à Antoine Brachet. Bonjour Antoine. Bonjour Macha, bonjour à tous. Écoutez, Mathilde évoquait les innovateurs démocratiques. Je suis directeur associé de Bluenov, qui est l'un d'entre eux. On est une petite société d'une 50aine de personnes et notre objectif, nous, c'est de se préoccuper notamment de la question de l'intelligence collective. Donc, c'est arriver à créer de la conversation entre plein de gens qui sont tous différents les uns des autres, monter le niveau de jeu de cette conversation, l'analyser et en rendre compte. Et on fait ça donc finalement en activant des dispositifs qui sont soit au sein de grandes organisations, soit comme on a pu faire avec le grand débat national, avec l'ensemble des citoyens. L'idée derrière, c'est d'arriver à récupérer cette conversation et s'assurer qu'elle puisse produire à la fois de l'engagement et puis des contenus et des idées un petit peu nouvelles. Voilà ce dont je m'occupe. Tu es directeur donc, de l'intelligence collective pour Bluenov. C'est quoi être directeur de l'intelligence collective? Tu crées des formats, On fait beaucoup de choses. En fait, l'intelligence collective, c'est compliqué parce que quand on est quelques-uns, c'est facile de se parler. Là, comme on est autour de la table, quand on commence à être 10, 50, 100 000, 10 000, 100 000, 1 million, c'est un peu plus compliqué. Et pour le coup, alors on utilise soit des dispositifs digitaux qui permettent justement de capitaliser sur l'information qui est collectée auprès de chacune des parties prenantes, mais on s'assure aussi de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on arrive à mieux collaborer et on crée des designs qui permettent aux gens de faire avancer la discussion et de trouver justement les idées nouvelles que j'évoquais. Voilà, donc c'est ça nos pratiques de l'intelligence collective sur lesquelles on travaille depuis maintenant plus de 10 ans. Donc on a essayé d'apprendre beaucoup. C'est très académique au départ. Hein. C'était un projet avec le MIT au début et puis on a avancé dans cette perspective-là depuis lors. Ok. Clément, qui est le dernier intervenant, qui est un peu notre expert universitaire. Clément, je vais te laisser te présenter. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Clément Mabi. Je suis chercheur à l'UTC de Compiègne. C'est une école d'ingénieurs. Moi, je suis chercheur en sciences de l'information et de la communication. Donc, je travaille un peu plus précisément donc, sur les liens entre numérique et démocratie. Moi, j'essaie de regarder et de comprendre comment les technologies numériques transforment notre rapport au débat public, notre rapport à la participation, comment aussi ça transforme nos services publics et notre rapport un peu plus globalement à l'intérêt général. Et justement, ce sont des thématiques qu'on va essayer d'aborder sur les 55 prochaines minutes. On va aller, bien évidemment, on ne va faire qu'aborder qu'un bout. On ne va pas arriver à tout faire, mais on voulait vous donner aussi un temps d'inspiration de ces nouveaux enjeux, de ces nouvelles formes de démocratie. Avant de commencer, je voudrais vous donner 2 chiffres. D'après plusieurs études, 80% des Français souhaitent que la France reste une démocratie en 2030.
Cependant, à la suite de nombreux mouvements sociaux, notamment comme les Gilets jaunes que nous avons eus l'année dernière ou Extinction Rébellion, seuls 38% des Français estiment que la démocratie fonctionne bien et 77% se disent favorables à toute forme de référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que ces chiffres signifient qu'il n'y a plus de reconnaissance en fait dans les modes de représentation? Et en regard de ça, est-ce que c'est les réponses que vous pourriez avoir, vous, chez Bluenov ou vous, chez Démocratie Ouverte, seraient des réponses pour rassurer ou pour apporter des solutions d'une meilleure écoute et d'une meilleure prise de parole des citoyens? Pour commencer, peut-être Mathilde. Je pense que la première chose que montrent ces chiffres, tu l'as dit, hein, Macha, c'est une crise de ce qu'on appelle la représentativité. On entend et ils ne nous représentent plus, ils sont éloignés de nous, ils sont coupés, voire tous pourris, qu'on entend de plus en plus quand on parle de nos élus. C'est un peu facile de tout mettre sur la tête des élus, mais je considère que c'est plus les règles du jeu qui sont à revoir. En tout cas, un certain nombre d'entre elles. Pourquoi est-ce qu'il y a ça qui se passe? C'est pas juste que notre démocratie va mal et qu'elle allait mal déjà à l'époque, c'est que la société a évolué plus vite que notre démocratie. Notre système démocratique, il a été construit à une époque où le pourcentage de gens qui savaient lire était très faible. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc on n'avait pas cette habitude de donner notre avis, de pouvoir prendre la parole aussi facilement qu'aujourd'hui. Il y a d'autres raisons qui expliquent, mais ces deux raisons-là déjà, elles expliquent à elles seules pourquoi est-ce que les gens ont une frustration de se dire la démocratie aujourd'hui se résume à aller mettre un bulletin de vote tous les 5 ans dans une urne pour choisir un président, un maire ou des personnes d'impact, mais toujours une seule personne qui est censée représenter tout un groupe. Et c'est face à cette crise de la représentativité, il y a plusieurs solutions. Je vais peut-être me focaliser sur une qui a beaucoup fait couler d'encre ces derniers temps, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Juste rappeler historiquement, en fait, et la composition et l'organisation de cette Convention citoyenne, ouais. Ça ne dérange pas. Et bien, la Convention citoyenne pour le climat, c'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort pour être représentatifs de la société française sur des critères de sexe, des critères d'âge, des critères de niveau de diplôme, des critères de CSP, de zone géographique, de typologie de zone géographique. Est-ce que vous êtes plutôt en ville, en zone rurale ou en périurbain? Autrement dit, avoir une sorte de mini-France qui s'est réunie pendant 7 week-ends et qui a délibéré pour répondre à une question, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir des propositions ambitieuses sur la question climatique tout en étant juste socialement. C'était post-crise des Gilets jaunes qui avaient été allumés sur la question de la taxe carbone. Et donc, on a mené cette première en France qui a fait couler beaucoup d'encre, pas seulement parce que c'était sur le climat, mais parce que c'était la première fois en France qu'à cette échelle-là, et avec un engagement aussi fort du président de la République qui s'est engagé à passer sans filtre les propositions, soit à la voie référendaire, réglementaire ou législative, qu'on avait un tirage au sort. Et qu'est-ce que ça change? C'est qu'au lieu d'aller voter pour élire des représentants, entre guillemets, les meilleurs d'entre nous, là, l'objectif, c'est d'avoir des gens qui ont le même vécu. Ça ne veut pas dire que c'est mieux que les élus. Moi, je pense que ça se complète, que les élus sont là pour avoir un certain niveau d'expertise et une envie, et que ça n'a pas vocation à tuer les élus. Mais par contre, qu'on voit bien qu'à l'Assemblée nationale, il y a un seul ouvrier, c'est 20% de la population française. Donc forcément, il y a un truc qui ne marche pas et ces personnes-là ne se sentent pas représentées. Et donc le tirage au sort qui, pour le coup, dans une assemblée, arrive à beaucoup mieux représenter ces catégories populaires, mais aussi les jeunes, mais aussi les femmes, et ben, ça permet d'avoir le vécu de la France de manière plus adéquate et donc d'avoir une forme de représentation différente qui vient compléter celle qu'on a l'habitude d'avoir dans la démocratie dite représentative. Est-ce qu'il y a du coup, peut-être Clément, d'autres initiatives qui ont eu existé ou qui existent ailleurs qu'en France, qui sont ces nouveaux formats de démocratie? Antoine, peut-être aussi, tu pourrais nous partager d'autres expériences de ces nouvelles formes de démocratie qui se mettent en place comme la Convention citoyenne.
Avec plaisir. Déjà, je partage le diagnostic posé par Mathilde. Pour moi, la démocratie, c'est un champ d'expérimentation permanente. Il se trouve qu'à un moment ou à un autre, on s'est dit, comme les nations commencent à être relativement conséquentes en nombre, c'était intéressant d'avoir des représentants parce qu'il fallait bien pouvoir assumer un processus de décision. Et c'est comme ça que la démocratie représentative, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est née. D'accord aussi avec le fait qu'effectivement, la société a évolué très rapidement depuis. Et donc, moi, je suis relativement optimiste parce que je considère que les expériences récentes, il y en a un certain nombre. Je pense que Clément pourra apporter un certain nombre d'éclairages, mais Mathilde citait la Convention citoyenne pour le climat. Il y a eu en France, hein, si on reste en France, et il y a d'autres exemples à l'étranger, la question initiale du grand débat national. Il y a la question ensuite des consultations post-Covid qui ont amené des expériences supplémentaires sur ces sujets-là. Il y a beaucoup d'expérimentations en cours. Et en fait, de mon point de vue, ce qui est passionnant, c'est que toutes ces expériences qu'on a toutes conduites, hein, autour de cette table, on a toutes participé à l'une ou plusieurs d'entre elles, de mon point de vue, elles relèvent encore de la préhistoire. En fait, ce qui m'intéresse, c'est moins l'expérience telle qu'elle a été vécue, ce qu'elle a pu amener à ce stade, mais que le retour d'expérience qu'on a eu tous, je pense, autour de la table sur ce qui a fonctionné et ce qui mérite d'être encore amélioré. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui méritent d'être améliorées. On pourra revenir justement sur des éléments de réponse ou de propositions d'amélioration. J'en ai quelques-unes à citer, je pense qu'on en a tous. En tout cas, pour moi, il y a deux défis principaux qu'on affronte à ce stade. Le premier, c'est on a mis en place un système de représentants qui mécaniquement instaure une certaine forme de contrôle. Le côté contrôlant qui fait qu'on ne veut plus lâcher ce qu'on a obtenu. Et donc, le fait qu'une nouvelle voix ou d'autres voix s'expriment, même si on arrive à les diriger sans filtre, hein, Convention citoyenne pour le climat, comme disait Mathilde, la question c'est comment est-ce que derrière c'est réutilisé et passé au filtre de la machine pour aboutir à quelque chose et à la construction de la décision publique. Et cette notion de contrôle, pour moi, est un élément clé sur lequel on pourra revenir. Le deuxième, c'est qu'effectivement, les principes méthodologiques qu'on a utilisés tous autour de la table, conférence de consensus pour la Convention citoyenne, méthodologie de concertation pour le grand débat national, etc., c'est des principes de consultation qui, encore une fois, de mon point de vue, relèvent de la préhistoire. On a appris énormément sur la route, sur la manière dont il faudrait redesigner, au sens noble du terme de design, hein, l'architecture qui permet justement d'intégrer un certain nombre de parties prenantes pour les faire vivre une expérience et aboutir à quelque chose. Il y a plein de pistes, je pense, nouvelles à explorer et j'espère qu'on va continuer à les explorer au cours de cette conversation ensemble. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Antoine, et moi, je me questionne en tant que citoyenne, et ça va être mon rôle ce soir, pour le coup, que vous m'éclairiez là-dessus. C'est comme tu le dis, ces formats-là, ce sont des nouveaux formats et on apprend en avançant, on apprend sur la route, en fait. Et je me questionne en me disant, est-ce que ce n'est pas un danger pour la démocratie de se dire à un moment, on a mis des méthodes en place, on ne savait pas, on a testé, et c'est très bien de tester, mais par contre, effectivement, est-ce que ça a le résultat qui aboutit, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut être faussé ou essayer sur des enjeux qui peuvent être aussi conséquents qu'une décision pour une nation, est-ce que ce n'est pas dangereux? Clément, peut-être, a une réponse là-dessus. Et alors, si j'avais la réponse, j'adorerais, hein, mais peut-être déjà sur le constat, en fait, que la démocratie elle est en crise. Et en fait, moi, ce que je pense ce qu'il faut bien avoir en tête, et ça a été bien montré par d'autres chercheurs aussi, comme Loïc Dondio ou Pierre Rosanvallon, c'est que cette crise, elle est aussi due au fait qu'avec le temps, on a progressivement écrasé ce que c'est que la démocratie sur ses formes représentatives. C'est-à-dire que finalement, la logique représentative qui s'est installée dans notre culture politique extrêmement fortement, c'est un compromis entre un idéal démocratique, donc avec de l'horizontalité, qui donne la possibilité à chacun des citoyens d'influencer la décision, et finalement, c'est un système qui fait le compromis entre ça et une approche un peu plus élitiste, où ceux qui ont mis en place la République avaient quelque part peur des réactions du peuple, de l'émotion du peuple, et ont cherché à la contrôler, à la structurer. À la structurer. De représenter. Donc, petit à petit, ça s'est structuré pour que les gens votent tous les 5 ans et que ce soit à peu près ça, la vitalité démocratique en France, et ce qui a contribué petit à petit à affaiblir notre système
Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y en a qui en profitent. Et c'est ça qui affaiblit nos démocraties. C'est-à-dire qu'il y a une montée en puissance de pouvoirs non élus, que ce soit à l'échelle européenne ou autre. On le voit bien, on peut aller voir en France, mais aussi ailleurs, hein, par les actions par le moment de la Banque mondiale, du FMI. Enfin, il y a voilà, des coups de pression comme ça sur des États. Et en fait, il y a quand même une forme d'affaiblissement démocratique qui fait que, bah oui, petit à petit, le décalage se creuse et les gens se rendent compte que finalement, la démocratie, c'est plus largement un mode de vie, c'est plus largement une forme d'organisation à juste le simple élection de représentants, quoi. Alors du coup, on tente aujourd'hui de dire, bon, bah, ouvrons la porte à des expérimentations, c'est-à-dire venir compléter la représentation et on permet des innovations démocratiques d'un peu de tout style, on pourra en rediscuter, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on arrive à leur faire une place? Bah oui. Et est-ce qu'on risque pas d'être trop focus sur les méthodos? Je mets un peu les pieds dans le plat, mais ça sera discuté. Et que le risque, c'est qu'on se dise au bout d'un moment, bah, l'important, c'est de participer, quoi. C'est-à-dire qu'on est content et on finit par avoir l'impression qu'une expérimentation réussie, c'est une expérimentation où ça a marché, en fait, où ça a fonctionné, où la méthode a bien été appliquée. Mais en fait, il faut peut-être poser les termes un tout petit peu autrement et se demander voilà, quelle marge de manœuvre on a et qu'est-ce qu'on veut en fait quand on fait participer les gens. Tu poses tout de suite la question du projet politique de démocratisation de la démocratie. Enfin, je ne vais pas être trop long pour être bavard. Ce qui m'amène à deux questions là-dessus. La question de la taille et la question de l'échelle, en fait, de ces nouvelles formes de démocratie et la question du temps long. J'ai toujours appris que, effectivement, quand ce sont des enjeux dits démocratiques ou des enjeux dits politiques, c'est comme le judiciaire. C'est-à-dire qu'il est indispensable d'avoir cette notion de temps long. Que ce soit pour le grand débat, Antoine, ou que ce soit pour la Convention citoyenne, Mathilde, on parle de temps court. Grand débat, je crois que c'était sur une période de 2 mois, un peu plus, mais voilà. Et Mathilde, on était sur 6 week-ends. Est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où on cristallise une problématique qui est de dire les enjeux de société, les enjeux démocratiques se font sur du temps long, là où on est dans une société de l'accélération et du vite, et ça risque de gripper le système. C'est le premier, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais que vous me partagiez votre avis là-dessus. Et la deuxième chose, c'est la question de l'échelle. Et la question de l'échelle, c'est typiquement pourquoi 150 personnes à la Convention citoyenne, pourquoi pas 50, pourquoi pas, je ne sais pas, 5000? Qu'est-ce qui fait et donc, à l'inverse, par exemple, si on prend le grand débat, Antoine, où c'était un appel à toute la France, et dom-tom compris, etc., de venir participer, est-ce que l'échantillonnage est plus intéressant? Est-ce que c'est plus représentatif ou pas? C'est vraiment, voilà. Et est-ce que c'est possible, du coup? Est-ce que l'échelle n'induit pas, quelque part, de plus grandes erreurs dans l'accouchement d'une décision? Antoine, pour commencer. Je pense que tu poses Je des vais bonnes revenir rapidement sur questions. le temps long. Ouais. Ah, pardon. Oui. Vas-y Clément, si tu veux. Juste sur cette question du temps long et de se dire, un point qu'il faut bien avoir en tête, c'est aussi qui les rend possibles, ces dispositifs? Qui les propose? C'est que souvent, le truc, c'est que dans nos cultures représentatives, c'est les représentants qui les rendent possibles. Et ils ont tendance à ouvrir une porte, mais sans complètement l'ouvrir, en fait. C'est-à-dire que ça fait partie du truc, que c'est trop court. Tout le monde sait que c'est un peu fou de faire un débat, le grand débat, qui a été quand même un petit bijou d'ingénierie participative. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable ce qui a été mis en place en si peu de temps, mais il n'empêche qu'on est bien d'accord que pour faire converser la France et en tirer quelque chose de vraiment à fond, c'est très contraint, c'est très court. Et c'est une technique finalement assez classique de ceux qui proposent des dispositifs, de les rendre suffisamment fragiles pour pouvoir s'en dédire aussi.
pour dire, non, mais en coulisses ou un peu plus tard, de dire, bah, vous avez vu, c'est pas sérieux dans les conditions que ça a été fait, ou il y a tel souci qui a été presque pas pensé en tout cas, mais qui a été un peu créé par la machine politico-administrative, quoi. Et souvent, ils sont un peu affaiblis dès le départ, quoi, ces dispositifs. Ceux qui les créent leur tirent une petite balle dans le pied et qui freinent leur portée, quoi. Et sinon, cette question de la temporalité, effectivement, elle est importante. Et je pense que c'est effectivement un vrai sujet parce que quand on se pose la question de la démocratie, effectivement, ça n'est qu'un outil. La démocratie, c'est un mode d'organisation pour atteindre un certain nombre de fins qu'on se donne collectivement. Et le problème, c'est que c'est un processus très, très lent. C'est très lent, la démocratie. Et les questions qui se posent aujourd'hui, elles sont associées effectivement aux questions que tu poses, Macha, sur la question de l'accélération de la manière dont fonctionne la société et surtout d'un certain nombre d'enjeux auxquels on est tous confrontés. Au premier titre d'entre eux, l'enjeu climatique qu'évoquait Mathilde. Et le processus démocratique porte en lui les germes justement d'une réponse parfois beaucoup trop longue. Donc on essaye de concentrer le temps et c'est problématique. Et à ça s'ajoute un autre problème qui est celui de la réflexion en séquence médiatique successive. Alors voilà, il y a la séquence du grand débat, puis il y a la séquence 2, puis il y a la séquence 2, etc. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Les choses fonctionnent en fait de manière beaucoup plus itérative. Si tu reprends l'exemple du grand débat national que tu citais, le concept principal ne devrait pas être de se dire je vais organiser une purge collective avec des questions en partie biaisées auprès d'un certain nombre de citoyens pour éventuellement derrière pouvoir apporter des réponses que j'aurais en fait d'ores et déjà anticipées auparavant parce que je passe à la séquence d'après qui est celle des européennes. La vraie question, c'est de se dire on a aujourd'hui la possibilité, c'est une des leçons qu'on a tirées, d'apprendre et de pouvoir écouter en quasi temps réel plusieurs millions de personnes s'exprimer sur des sujets donnés. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas ce qui a été dit pendant le grand débat national, c'est le fait que quand on a fait l'analyse des consultations qui se sont nées spontanément au cours du Covid, qu'on a réussi à toutes mettre en open source pour pouvoir voir, elles sont disponibles pour tous les chercheurs d'ailleurs, sur après maintenant, on voit bien non pas ce qui est intéressant, c'est l'évolution entre il y a un an et maintenant. Et cette évolution, elle est notable sur un certain nombre de sujets auxquels les citoyens sont d'ores et déjà sensibilisés. Donc, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, on est capable de traiter effectivement non plus de la question fermée, biaisée, mais de la question ouverte, de l'expression libre en temps court sur des millions de contributions en parallèle. On l'a prouvé, c'est OK, on sait faire. Donc, maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on utilise ça, ce qui est un véritable trésor national, pour le faire avancer, comprendre, etc. Et la question qui se pose derrière, la question principale, c'est quel rôle pour le citoyen dans tout ça? Parce qu'effectivement, tu le disais au début, ou quand on était en préparation de cette réunion, oui, le Ségur de la santé, je ne sais pas grand-chose, moi, de ce côté-là. La vraie question, ça va être comment est-ce que j'interpelle, à quel moment, pour créer un cadre d'intention sur lequel on va pouvoir bâtir derrière. Et c'est ces sujets-là sur lesquels aujourd'hui, il y a des outils qui n'ont jamais existé jusqu'à présent, qui sont disponibles. Je ne parle pas que d'outils digitaux, parce que pour moi, le digital n'est vraiment qu'un moyen, mais d'outils, y compris méthodologiques comme la Convention citoyenne ou plein d'autres, qui sont aujourd'hui disponibles, prouvés pour permettre d'avancer. C'est sur cette question qu'il faut qu'on avance. Et pour répondre à tes questions, ça peut passer à l'échelle et ça sert justement à l'embarquement de tous que de permettre à chacun de s'exprimer, je pense. Ça a un effet induit qui est relativement positif. Et sur la question du temps, c'est pas une question de faire en temps court ou faire en temps long, c'est de multiplier des temps courts successifs, je pense, la réponse à ta question. Sur le temps long, si tu devais compléter. Sur le temps long, si je devais être un peu provoque par rapport à ta question, c'est que finalement, on voit qu'en 7 week-ends, les 150 citoyens de la Convention vont beaucoup plus loin, sont beaucoup plus ambitieux que des élus nationaux qui sont pourtant là pour 5 ans, 6 ans, selon la durée des mandats. Donc, je ne suis pas sûre que la réponse de la durée des mandats soit la seule clé qui explique l'ambition qu'on peut prendre pour des décisions selon le temps. Je pense qu'il y a des enjeux qui sont liés à, le niveau d'information. C'était pas 150 citoyens tout seuls. Chacun de ces week-ends de 3 jours, ils ont été formés. Et entre les week-ends, ils sont allés chercher les informations à droite à gauche. Et ne serait-ce que le premier week-end dont on parlait avant la session, où ils ont eu une scientifique du GIEC, donc c'est scientifique du monde entier qui bosse sur la question climat, qui est venue leur expliquer où on en est en fait sur la question du climat. Que disent les scientifiques du monde entier? Alors justement, juste pour contextualiser Mathilde, et je te prie
Excusez, mais pour vous expliquer, vous qui nous suivez sur Facebook, là, il y a 15 jours de ça, j'ai animé une conférence à Paris au Smile Festival sur les questions d'enjeux de démocratie et j'ai eu le plaisir d'avoir une des citoyennes de la Convention citoyenne qui m'expliquait de manière très, très naturelle qu'elle a été sélectionnée, elle ne s'y attendait pas. Elle n'avait pas nécessairement compris l'enjeu en fait de cette convention citoyenne. Et dès le premier week-end, elle a switché parce qu'elle a compris, parce qu'elle a été acculturée par les bonnes personnes. Et comme tu le disais, Mathilde, effectivement, les scientifiques du GIEC étaient là. Et elle a compris l'importance et l'enjeu de cette convention citoyenne et de ce projet-là dans lequel elle était embarquée. Et depuis, ces 6 week-ends, depuis, elle est devenue une porte-parole et elle essaie à son tour de contribuer au-delà de la Convention citoyenne, mais en tant que citoyenne tout simplement, à essayer de contribuer à changer les mentalités sur cet enjeu climatique qui est une urgence auquel tout le monde est passé à travers, quoi, vraiment. Et cette question de l'acculturation, on en échangeait rapidement tout à l'heure. Voilà, pour moi, c'est ce que je sous-entendais derrière la notion de temps. En fait. C'est que ces appels à débat, ces appels à prise de parole des citoyens, à mon sens, mais encore une fois en qualité citoyenne, je me questionne en disant j'ai besoin d'être acculturée pour avoir peut-être des idées et pour être proactive. Et pour ça, il me faut du temps. Il faut du temps, il faut de la qualité d'information. Il faut aussi, si je continue à comparer juste le comparatif élu, tirage au sort, et après je viendrai à quelque chose de moins provoque et de plus comment est-ce qu'on change les institutions au regard de ça. Mais il y a évidemment le caractère du niveau d'information, d'avoir donc du débat contradictoire, des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, qui interviennent devant les citoyens pour se nourrir de qu'est-ce qui se dit au sein de la société sur une question donnée. Je prends un exemple à nouveau, le deuxième week-end de la Convention citoyenne pour le climat, on avait à la fois quelqu'un de la FNSEA, qui n'est pas connu pour être un syndicat agricole vraiment très progressiste sur la question du bio, par exemple. C'est un euphémisme quand je dis ça. Et à côté, on avait Greenpeace. Et donc, deux acteurs qui ne sont pas du tout d'accord sur la question, qui s'engueulent finalement devant les 150, mais en donnant leur avis, en expliquant leur position en fonction de leur vécu et de leur expertise à eux. Ce qui permet ensuite aux citoyens de se faire leur avis de manière éclairée et de trancher sur les décisions à prendre. Je pense que la deuxième chose, c'est au sein de l'Assemblée, malheureusement, nos députés ne sont plus aussi libres que ce qu'on le souhaiterait. Il y a une mécanique qui est la mécanique des partis. Aujourd'hui, quand vous faites partie du parti blanc, et ben vous êtes obligé de voter blanc lors d'un vote à l'Assemblée. Quand vous faites partie du parti rouge, vous votez rouge au moment du vote. C'est très rare finalement que les députés sortent de ce jeu-là et du coup ça enlève la capacité de réflexion et de décision de chaque élu qui devrait pourtant avoir pour que nos démocraties fonctionnent. Et la troisième, c'est évidemment les lobbies, qui sont de plus en plus puissants. Je crois que Clément en parlait tout à l'heure. Évidemment, les lobbies ont plus de prise sur des élus que sur des citoyens tirés au sort de la Convention. Néanmoins, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Évidemment que l'expérience de la Convention, déjà, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie délibérative aujourd'hui. Moi, je souhaite que demain, ce soit institutionnalisé. Et il y a des chercheurs qui, depuis très longtemps, poussent, comme Dominique Bourg, Loïc Blondiot et beaucoup d'autres, pour qu'il y ait une troisième chambre, une chambre dite du futur, qui soit justement là, avec des gens tirés au sort, avec des corps intermédiaires, pour réfléchir et mettre, entre guillemets, des vétos, quand vraiment, là, ça ne permet pas de construire l'avenir, et ça met en danger, finalement, l'avenir des générations futures. Donc, je pense qu'il y a un enjeu sur cette question du temps, et pour te répondre très rapidement sur la question de l'échelle, côté convention, c'est un choix qu'on a fait de dire on prend 150 citoyens. Statistiquement, pour être représentatif, il faut avoir plus de 1000 personnes. Il y a une autre méthodologie qui est utilisée par les instituts de sondage qui est celle des quotas. C'est-à-dire que si vous avez moins de 1000 personnes, par exemple 150, vous mettez des critères pour être représentatif sur ces critères-là de la société française. Nous, c'est ce qu'on a fait en disant on veut des critères âge, sexe, enfin tous ceux que je vous citais tout à l'heure. Et donc d'avoir une mini-France sur ces questions-là. Mais ce qui est important, c'est que cette représentativité pour nous, elle permettait d'avoir l'avis de citoyens qui ont délibéré pendant cet week-end, qui se sont formés pendant cet week-end. C'était extrêmement important pour nous qu'à la fin du processus, les citoyens puissent demander de déclencher un référendum.
pour que ce qu'ils proposent, eux, soit in fine validé par l'ensemble des citoyens français. Ils ont demandé 2 référendums. Il y en a un qui a été stoppé par le président de la République, un autre, pour le coup, qui doit avoir lieu, sauf si nos élus, que ce soit les sénateurs ou que ce soit Emmanuel Macron, jouent au plus malin, ce qui est une option clairement sur la table, début 2021, sur un changement constitutionnel qui permettrait d'intégrer la question climatique dans la Constitution et donc permettre au Conseil constitutionnel de censurer toutes les lois qui seraient climaticides demain. Ce qui m'amène du coup à la deuxième partie de mes interrogations avant qu'on parle du rôle du citoyen, c'est l'enjeu de ces nouvelles formes de démocratie sur notre système. On est dans un système sous la 5e, on est sous la 5e République. Est-ce que ces nouvelles formes de démocratie viennent perturber est-ce que c'est compatible avec ce système et est-ce que ça vient potentiellement perturber le système? Et pour le coup, Clément, je me tourne vraiment vers toi là-dessus pour avoir ton regard par rapport à ça. Ben, effectivement, moi je pense que dans ce que disait Mathilde, là, il y a quelque chose qu'il faut. 2 choses que m'inspire moi, l'expérience de la Convention, c'est quand même d'une part la richesse méthodologique qui a été déployée. C'est quand même un processus assez incroyable et il y a un pari qui est assez magnifique hein, de rassembler 150 citoyens avec un processus qui leur confère quand même une forme de représentativité et puis de se dire on va construire collectivement un point de vue et on va essayer de se dire bah, voilà, on ne peut pas rassembler tout le monde, ce serait l'idéal, la France entière qui discute. Là, on va prendre un échantillon et on va la former, lui donner une information d'extrêmement bonne qualité, contradictoire, et après, on va lui permettre de discuter entre eux et de se forger par la délibération, l'intelligence collective, un avis sur des sujets pourtant extrêmement complexes. Ça, c'est quand même le premier point qui est quand même à souligner, c'est la qualité de ce qui est sorti. Pour qui a consulté les travaux 150, c'est extrêmement... c'est fort, quoi. Et puis, la deuxième chose qui est intéressante, c'est la deuxième vie, en fait, de ça. On parlait tout à l'heure du risque d'enchaîner les séquences. Et ce qui est intéressant dans la Convention citoyenne, c'est en fait l'effet longue traîne. C'est-à-dire que petit à petit, en fait, tout l'intérêt, c'est qu'au fur et à mesure où on va discuter des différentes propositions des citoyens, et ça fait, on voit là vous s'instaurer les rapports de force, plus ou moins, la multiplication des jokers, la ministre des Transports qui dit dans les médias « Ah non, ça, on ne va pas faire ». Vous voyez, là, en ce moment, il y a les débats sur la 5G. Est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas, est-ce qu'on veut un moratoire? Ah, il s'avère que les citoyens avaient demandé un moratoire. Et on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et ça crée comme ça un certain nombre d'appuis pour des rapports de force. Et c'est peut-être ça, un des intérêts aussi quand même assez intéressant pour la suite, un motif assez massif, où on a quand même des gens derrière. Parce que, et ça c'est peut-être aussi un autre truc, mais à la différence des fois des débats qui sont beaucoup plus massifs, qui rassemblent des millions de personnes, au final, c'est parfois un peu dur de qualifier qui a parlé. On ne sait pas trop. Et je vais élargir, je ne parle pas spécialement que du grand débat, mais on sait par exemple qu'on a du mal, en fait, le passage en ligne, ça change un peu le centre de gravité de la démocratie, parce que normalement, la légitimité qui te fait parler, c'est qui t'es. À minima, est un citoyen. Et sur Internet, il y a le bon vieux proverbe de nobody know if you're a dog, hein, personne ne sait si t'es un chien. Et en gros, on ne sait pas qui parle. T'es peut-être, voilà. Et donc, le centre de gravité se déplace vers ce qui est dit, vers les contenus. Antoine, est-ce que tu... Et ça tombe bien au monde numérique, aux outils qu'on a pour les analyser. Et du coup, quelle légitimité politique on donne à tout ça? C'est pas simple. Parce que qui parle? Est-ce que c'est des lobbies ou pas? Quand on voit la place, par exemple, des 80 km/h dans le grand débat, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse tant que ça les gens? Ou c'est les gens qui sont venus, qui sont intéressés par les 80 km/h, qui ont su se faire entendre? Voilà. Antoine, peut-être en réaction à ça? J'ai plein de réactions, c'est passionnant le débat que tu évoques, Clément. La première, c'est que je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que
Ce qui est intéressant, en fait, on oublie souvent un des intrants dans un dispositif démocratique, on pense au contenu, mais on ne pense pas aux gens. Et en fait, les gens et les citoyens, c'est le principal. Donc, évidemment, je suis totalement d'accord avec toi, Clément. La bonne nouvelle, selon moi, quand même, c'est que dans les méthodologies qu'on est aujourd'hui capable de développer, quelles qu'elles soient, hein, on est aujourd'hui capable, pour le coup, d'identifier, ensuite, pour autant que les règles du jeu soient mises en place en conséquence, des couples entre qui a parlé, enfin, entre un sujet donné et qui l'a établi. Et ensuite, dans les modalités de restitution de ces analyses-là, on est capable de ne plus raisonner comme on l'a toujours fait sur une base qui me semble méthodologiquement d'une pauvreté absolue, qui est celle de faire des top 5 ou top 10 de ce que les gens veulent ou ne veulent pas, etc. On est capable de raisonner aujourd'hui en termes de consensus et clivage, et de dire ce sur quoi les gens s'accordent et ce sur quoi les gens ne sont pas d'accord, ce sur quoi il y a controverse, ce sur quoi ça mérite peut-être de faire débat et que la discussion puisse effectivement avancer. Et on est aussi capable d'ailleurs, puisque les effets de lobby ont été évoqués, de reconnaître, quand la méthodologie est bien faite, les effets de lobby, parce qu'en fait, ils ne vont pas apparaître du tout comme un consensus, ils vont apparaître comme un petit groupe de gens, tout en rouge, mais tout en bas, qui vont dire « Ouh là là, nous, c'est le sujet 80 km/h, ou c'est le mariage pour tous, ou c'est, etc. » Et on est capable de les identifier. Donc, en fait, on peut éliminer ce biais méthodologiquement de manière relativement facile. Derrière, les questions que ça pose, selon moi, elles sont plus de qu'est-ce qu'on fait de cette matière-là et comment est-ce qu'on la fait évoluer en fonction de ce qui est exprimé. Est-ce qu'on est sur quelque chose qui est du type de la pensée magique, par exemple, ah oui, il y a une urgence écologique, oui, bon, super, mais c'est-à-dire qu'on fait quoi derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de ah bah tiens, on a des solutions techniques qui peuvent être proposées? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de on a des idées qui permettent de faire dialoguer autrement pour résoudre des controverses? Et c'est ces aspects d'après, moi, qui commencent à m'intéresser. Et donc, l'étape d'après, qui, j'espère, fera peut-être un élément de conversation là pour la suite de la discussion, c'est aussi parce qu'on est en train j'anticipe sur l'étape d'après, sur la place du citoyen, on se dit, oui, quel est le citoyen et quel est son rôle? Mais en fait, on ne peut pas le prendre indépendamment des autres rôles. Il y a des gens qui réfléchissent partout, en tant que citoyen, en tant que collaborateur d'entreprise, en tant qu'expert, en tant que responsable politique, etc. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on organise la création d'un langage commun qui permet l'interopérabilité entre justement les discussions qui naissent côté citoyen, côté organisation, côté etc. Et on est en train de travailler sur des exemples de ce type-là pour mettre en place justement ce type de langage commun et faire en sorte que les gens conversent, sachant que tout le monde est d'accord avec un langage différent parfois. Il y a des gens qui vont le voir avec leur langage et ils vont dire des choses, ce qui se passe dans une vraie conversation avec des amis à table. On se dit la même chose, mais on ne se comprend pas parce que le langage n'est pas le même. Je discute avec des amis financiers, je ne les comprends pas. Ils vont utiliser des mots, je ne sais pas ce qu'ils racontent et parfois on est d'accord sur le fond. Mais bon, et c'est pas grave. Mais donc, le but pour moi ensuite, c'est de voir effectivement quelle valse, quelle danse on fait entre justement les différentes parties prenantes d'un système démocratique pour permettre de faire évoluer la conversation de manière pertinente, sur la base des consensus qui ont été identifiés et évidemment sur la base des controverses que j'évoquais pour les mettre sur la table, les rendre transparentes, les analyser, puis ensuite les faire avancer. C'est ça le processus démocratique, selon moi. Avec une interrogation que j'ai, enfin j'en ai plein, mais on ne pourra pas le faire en 55 minutes. Mais la première, on parlait tout à l'heure de méthodologie, on parle depuis tout à l'heure effectivement de la méthodologie. Est-ce qu'à un moment, comment est-ce qu'on est sûr que dans la méthodologie, il n'y a pas un biais qui soit pour le politique qui décide de lancer en fait ces consultations-là, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient numériques? Et ma deuxième question qu'il y a derrière, c'est de l'usage que l'on en fait. C'est quoi est-ce qu'il y a une place dans le système dans lequel on est pour écouter en fait ces consultations-là et pour qu'elles aient du poids? Et donc dans la méthodologie, c'est toujours pareil. Comment est-ce qu'on fait pour rendre ces retours crédibles pour justement qu'ils aient le poids nécessaire? C'est une question que je vous pose à tous les trois. Peut-être Mathilde pour commencer ou Clément. Je veux bien me lancer, moi, sur les biais, parce que la Convention a été accusée de certains biais méthodologiques, notamment par les acteurs politiques venant de la droite, en disant ces citoyens n'étaient pas représentatifs parce que le tirage au sort n'est pas statistiquement représentatif, etc., etc. J'ai envie de leur répondre que dans la démocratie élective, il y a des biais aussi. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard du tout
si on a un seul ouvrier à l'Assemblée nationale. Ceux qui peuvent se permettre de se présenter, d'avoir du temps pour l'intérêt général de cette manière-là, sont souvent des personnes de catégorie aisée. Et donc, si on veut demain avoir aussi des personnes qui viennent des catégories, des classes les plus populaires, peut-être falloir se dire qu'il faut permettre d'autres modes de représentation. Et j'insiste sur ce biais-là parce que souvent, on a l'impression que ce qui existe est non biaisé et que les expérimentations qu'on fait, finalement, il pourrait y avoir plein de biais. Non, en fait, il n'y a pas de truc parfait. Et je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que l'élection est un modèle de représentation imparfait. Le tirage au sort est un autre modèle de représentation imparfait lui aussi qui vient de se compléter. Donc arrêtons de les opposer de manière un peu stérile et débile, et essayons de voir justement comment est-ce qu'on arrive dans notre démocratie à institutionnaliser à la bonne place ces différents modes de représentation. La deuxième chose sur les usages, ça a été une des batailles qu'on a menées sur la Convention citoyenne pour le climat. On voulait justement, et en critique très forte du grand débat qu'on a vu chez nous et qu'on a dénoncé comme étant un moyen finalement de taire en grande partie le mouvement des Gilets jaunes, avec la plus grande consultation jamais faite en France, certes, mais aucun engagement clair derrière des pouvoirs publics sur à quoi ça va servir. Et donc, ils ont fait ce qu'ils en ont bien voulu, c'est-à-dire prendre ce qui les intéressait, ce qui était déjà finalement au programme, et de dire, voilà, ça a été dit par certains dans le grand débat, et ben je le mets en place. Finalement, je l'aurais fait, même s'il n'y avait pas eu le grand débat, mais je viens chercher une espèce de caution d'une démocratie participative qui, pour moi, est pour le coup un peu factice, à un endroit où, si méthodologiquement ça avait été mieux ficelé, mais ça a été le gouvernement qui a choisi, je ne suis même pas en cause les prestataires derrière, aurait pu donner quelque chose de vraiment chouette. Et donc sur l'usage, on s'est battu pour que ce soit une gouvernance indépendante, c'est-à-dire que ce ne soit pas deux ministres comme au grand débat qui pilotent l'ensemble du dispositif, mais un comité dans lequel la plupart des gens ne viennent pas des ministères et qui est piloté par deux coprésidents qui viennent de la société civile. Deuxièmement, on s'est battu pour qu'il y ait un engagement fort des pouvoirs publics. Le fameux sans filtre d'Emmanuel Macron. Sans filtre, je passerai vos propositions à la voie référendaire si vous me le demandez, à la voie législative ou à la voie réglementaire. Bon, bref, il ne fallait pas non plus être complètement stupide pour se dire il ne va pas tout passer sans filtre. Il y a un moment où ça va se jouer à ce que Clément évoquait tout à l'heure, le rapport de force. Et le fait qu'il y ait cet engagement-là, pris oralement, publiquement, l'oblige d'une certaine manière. Donc oui, on voit aujourd'hui des ONG, on voit des députés, y compris de la majorité, qui sont partis de la majorité pour certains d'entre eux, et du coup, LRM n'a plus la majorité à l'Assemblée nationale, parce que le gouvernement n'était pas en train de mettre en place la Convention citoyenne, et donc ils se sont barrés de LRM pour créer d'autres partis et pouvoir être un contrepoids finalement au sein même des institutions de la Ve République. Mais c'est aussi, au-delà de ces acteurs-là, les acteurs politiques. Quand on voit les réactions politiques au lendemain de la Convention, on voit bien qu'il y a des partis qui sont prêts, et ils sont tous en train de penser à 2022, là, ça y est, à mettre cette question de la Convention, à la fois sur le plan démocratique et sur le plan écologique, au centre des discussions. Et en deux mots, pour faire court, parce que je vois que le temps... Et qu'il y a une main qui est levée de la part de Clément. Si je regarde l'impact de la Convention à ce stade, c'est un peu tôt pour tout dire, mais on voit que sur le plan de relance, il y a vraiment des choses qui ont été reprises par le gouvernement, qui fait qu'aujourd'hui, même si c'est loin d'être au niveau de ce qu'il faudrait du point de vue scientifique, c'est malgré tout un des plans de relance les plus verts au monde. Néanmoins, on voit bien qu'à côté, le gouvernement est en train de dézinguer un certain nombre de propositions de la Convention, et avec une ligne politique qui est très claire. Tout ce qui est croissance verte, qui crée de l'emploi à court terme et qui est écolo, je prends. Tout ce qui permet de créer de la résilience, qui est plus radical, voire pour certaines mesures qui sont dites de décroissant, je jette à la poubelle. Et donc on arrive là sur un terrain qui est très politique, mais où au moins, déjà on a mis des propositions qui étaient inexistantes dans le débat politique sur la table. Et la question maintenant, c'est plus est-ce qu'on fait de l'écologie, c'est quelle écologie on fait, avec une validation populaire de certaines propositions et une invalidation aussi d'autres propositions. Pardon, j'ai été longue, mais je trouvais ça important de montrer aussi comment certains ont vu la Convention se retourner comme un piège sur Macron, qui avait cru que finalement les petits citoyens n'iraient pas aussi loin au début. En tout cas, c'est un retour qu'on a souvent de certains acteurs de la Macronie, comme certains l'appellent. Clément, peut-être pour réagir à l'intervention de Mathilde. Non, mais et puis Antoine. Je suis assez
d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je pense que quand même, aussi un constat, quand on écoute Antoine, quand on écoute Mathilde, euh, méthodologiquement, maintenant, on sait quand même faire plein de choses, hein. Euh, et on a plein de moyens de capter la parole, de faire émerger de l'intelligence collective. Ça s'améliore, ça s'expérimente, mais il y a plein de, il y a- on commence à être plus ou moins au point quand même, plutôt moins peut-être que plus, si on est un peu exigeant, mais ça progresse tout le temps, quoi, euh, pour capter. Mais la vraie question, en fait, il y a un risque qu'on oublie que la participation, c'est pour faire de la politique, quoi. C'est-à-dire que c'est sympa de récolter de la parole citoyenne, mais le truc derrière, ça reste la politique, ça reste un petit jeu d'arbitrage ou un gros jeu d'arbitrage, de priorité. Euh, et du coup, c'est un combat politique, quoi. Et le risque, c'est que la participation qu'on encourage, qu'on tolère et qui se développe, ce soit celle qui est soit peut-être la plus éloignée du combat politique. Parce que on le voit bien, hein, c'est qu'on a une multiplication quand même des fronts. C'est-à-dire que d'un côté, on a la Convention citoyenne pour le climat, et puis d'un autre côté, on veut faire passer la 5G. Euh, et on est toujours comme ça sur des choses où, bah oui, peut-être que ça va avancer d'un côté, mais de l'autre, et on a du mal à mettre en perspective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait quand même un dialogue politique où on dit, bon, bah voilà, du coup, on a les accords de Paris, on fait comment là? La 5G s'inscrit comment là-dedans? Là, c'est un arbitrage. Bon. Et Et donc, on a on en revient une on en revient, Clément, à cette interrogation, hein, qui est de dire, c'est que la place, en fait, de ces résultats-là, de ces consultations dans le système, et de quelle manière est-ce qu'elles peuvent faire bouger justement la parole politique et le système, et comment ça peut ruisseler de manière très pratique sur la République, quoi. Et ben, deux choses à mon avis. Il y a d'une part, ça contribue quand même petit à petit, et ça Antoine aura sûrement plus à dire que moi là-dessus, mais à faire changer la culture quand même au sein des institutions. C'est-à-dire qu'il y a une culture de la participation qui se développe à force d'en faire. Ça, c'est quand même c'est indéniable. Petit à petit, on s'habitue, on prend l'habitude, on développe, et y compris les politiques, hein, ils s'y mettent au moins de bon cœur, mais ils s'y mettent. En tout cas, les fonctionnaires, les institutions s'y mettent dans les collectivités, ou dans les ministères. Petit à petit, tu as cette culture de la participation qui s'installe, et on se dit que c'est de plus en plus normal d'aller chercher l'avis des citoyens. Et puis, deuxièmement, c'est qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les citoyens qui participent, bon, peut-être vu qu'on n'aura pas beaucoup de temps d'y revenir, mais tout le monde ne peut pas participer, en tout cas pas dans n'importe. Voilà. Et ben, la bonne pratique, c'est qu'il ne faut pas les laisser tout seuls. C'est que ce n'est pas des petits soldats perdus. Euh, En fait, la participation, elle marche quand à côté, il y a une opinion publique qui est vigilante, il y a des ONG qui relaient et qui disent bah, attendez, vous avez pris des engagements par là, c'est pas possible que vous fassiez ça. Et on se rend compte que c'est un maillage, en fait, Oui, c'est ça. Il le faut que pouvoir tout le citoyen. maillage fonctionne, en fait. C'est de ce que je comprends, de ce que C'est tu dis. le syndrome Attali. C'est-à-dire que je t'ai fait 100 propositions, j'en ai vu une, ah, ça ne marche pas. Antoine, pour compléter ça, peut-être. Oui, peut-être en complément. Il y a plein de choses importantes qui ont été dites. Je pense que dans ce que disait Mathilde notamment, il y a, euh, je disais tout à l'heure, tout ça, c'est des bêta-tests en fait, hein, la partie grand débat et même la partie convention citoyenne. Et d'ailleurs, le résultat est l'aune aussi de la séquence politique dans laquelle on se place. La convention citoyenne, il y a des résultats qui sont arrivés après la crise Covid, avec une séquence dans laquelle les gens étaient un peu plus sensibilisés, ce qui fait que, etc. Donc, c'est une excellente nouvelle. Moi, la question sur laquelle je voudrais revenir pour la suite, pour ouvrir peut-être, c'est que à ce stade, je pense que encore une fois, on en est à la préhistoire. Mon sujet là, en ce moment, c'est que, et c'est tout ce que vient de dire Clément, c'est que tout ça ne sert à rien si ça n'a pas d'impact. En fait, à quoi ça sert si ça n'a pas d'impact? Mais à rien. C'est bien ça la question. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'impact? On a un tropisme, je trouve, dans cette table ronde, et qui est classique puisqu'on est tous nés ici, qui est très franco-français. On arrive assez mécaniquement à une question de rapport de force. Comment est-ce que je place un sujet, un objet dans la place publique, dans le domaine public pour qu'il soit traité, etc., et qu'éventuellement je gagne, je perde, etc. Il me semble qu'on commence, en tout cas j'aspire de mes voeux, à ce qu'on arrive à quelque chose qui soit plus de l'ordre du dialogue itératif.
qui soit plus de l'ordre de comment est-ce que je suis capable de faire des cycles de négociations, reconstructions successives avec les citoyens à leur bonne place pour participer à ce processus-là, pour créer justement ces consensus excessifs et faire aboutir des sujets, le sujet du climat, le sujet de la 5G, le sujet de, etc. Et donc là, la question qui va se poser derrière, c'est celle de la place du citoyen là-dedans, parce que je ne sais pas pour vous tous autour de la table et pour les gens qui nous écoutent, mais on a plein de sujets. Enfin, moi, je suis papa, j'ai des enfants à gérer, j'ai un boulot. Enfin bon, ensuite, si je commence à avoir du temps à consacrer, même si je suis accompagné d'experts, etc., peut-être que je manque de temps. Alors, on fait le pari de mon intelligence à juste titre. Je pense que comme tout le monde autour de la table, on est intelligent, donc on peut s'être responsabilisé sur la participation justement à ce qui ne devrait plus être de la concertation, mais de la participation à la co-construction de la décision publique. Mais la question est comment est-ce que je mets en place ces mécanismes-là? Et de ce point de vue-là, je pense qu'on a aujourd'hui, effectivement, j'en reviens à un point méthodologique, mais des méthodes justement pour permettre justement à chacun de participer au bon endroit. Et par exemple, de poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est pas forcément sur un sujet technique de dire quel doit être l'alinéa A fois B fois 2 du je sais pas quoi du Ségur de la santé ou le sous-paragraphe sur la 5G, etc. Non, c'est quel est votre cadre d'intention? Quelle est la boussole que vous fixez? Quel est ce que vous exprimez collectivement par rapport à un sujet donné? Prenons la crise sanitaire. La crise sanitaire, aujourd'hui, dans le trilemme qui se pose de problématiques au gouvernement, on a la question sanitaire, la question des libertés publiques et la question de l'économie. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un cadre d'intention qui est fixé par l'ensemble des citoyens français pour dire qu'on va prioriser, et on ne peut pas tout faire en même temps, c'est impossible, l'un des trois axes? Non. Il y a une décision qui est prise, qui est de prioriser un des axes. Est-ce bien, est-ce mal? Je ne porte aucun jugement. En tout cas, on pourra imaginer de créer des points de discussion autour de ces sujets-là pour voir quelles sont les intentions des Français par rapport à cette problématique-là. Et ensuite, sur cette base-là, des experts vont arriver pour aller un cran plus loin. Je termine en disant, Mathilde, tu citais la Convention citoyenne. Je travaille aujourd'hui avec une directrice d'administration centrale au ministère de la Transition écologique, avec laquelle je passe beaucoup de temps en ce moment. C'est incroyable ce qui se passe grâce à vous. C'est très compliqué parce que ça organise une surcharge de travail monumentale. Ils disent, en substance, alors, on a un problème, c'est qu'en fait, on déposait jusqu'à 23 heures. Bon, maintenant, c'est qu'à 4 heures du matin parce qu'il faut qu'on traite en fait justement les conditions de faisabilité de ces éléments-là. Là, ce que vous avez fait, c'est créer un rapport de force politique parce qu'en fait, il n'y a pas d'idée réellement neuve dans les 149. Dans ce qui était réfléchi au ministère de la Transition écologique, tout avait été plus ou moins testé, utilisé, etc. Par contre, l'arrivée massive des citoyens qui disent si, coucou, regardez, il y a ce sujet-là, fait que derrière, le politique est obligé de s'en emparer et de dire bon, comment est-ce qu'on le traite? Donc, ça a un effet en termes de. Moi, je pense que l'étape d'après, le 3.0, le je sais pas quoi, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer une mécanique qui anticipe la création de ce socle d'intention avec les citoyens, qui mobilise dès le début des experts, qui eux-mêmes seront chargés d'étudier les conditions de faisabilité, d'acceptabilité technique pour voir comment est-ce qu'on fait avancer en fonction de ce que les citoyens auront fixé comme cadre de valeur ou d'intention, etc. C'est dans cet registre-là, à mon avis, qu'on peut avancer. Et d'ailleurs, je rejoins Mathilde, ça peut se décider ou se définir, s'arbitrer dans une chambre des futurs. Pourquoi pas? Et comme il me reste que 5 minutes, je voudrais juste aborder un tout petit peu le rôle du citoyen dans ces nouvelles formes de démocratie. Moi qui suis citoyenne, ça veut dire que comment est-ce que je fais pour prendre possession à la fois des sujets et pour prendre possession aussi de ma responsabilité? Parce que si on me demande un avis sur tout, je citais tout à l'heure, on me demande un avis sur le Ségur de la santé, je suis incapable d'avoir un avis. Et donc, est-ce qu'il est important que chaque citoyen se tienne au courant ou ait un avis sur tout, ou alors la participation de chacun doit être au niveau de son expertise, de son expérience? Comment ça fonctionne en fait? Qu'est-ce qu'on attend du citoyen dans ces nouveaux formats? Fixer des intentions. Ouais. Et se renseigner en Suisse, les votations, vous avez déjà fait une votation en Suisse ou vu le processus. Je reçois quand même un petit fascicule d'une 30aine de pages avant d'aller voter. Et puis je le lis intégralement avant d'aller voter, c'est pas anodin. Donc ça, c'est un cadre extrême.
Et à l'opposé, c'est effectivement de solliciter sur justement quels sont mes sentiments presque politiques, hein, au sens noble du terme, associés à un sujet donné, associés à la 5G, vers où j'ai envie d'aller. Et ensuite, une fois qu'on a ces éléments-là, derrière, on peut discuter sur une base en prenant en compte ces intentions citoyennes. Pardon, je m'étais déjà exprimé, je laisse la parole. Non, mais merci. Clément, peut-être. Bah oui, moi, je trouve que c'est assez séduisant là, le modèle que dresse Antoine. Et effectivement, ce qui manque, c'est quand même, en gros, de pouvoir faire émerger des scénarios. C'est-à-dire que le beau débat, ce serait des visions du futur contre visions du futur, en fait. Et puis qu'on puisse définir des orientations qu'on choisit au sein de tout ça et se dire, bon, bah voilà, sur ces sujets-là, on va vers ça, on va vers ça. Alors après, bah ouais, je suis sûrement très franco-français. Le problème, c'est que souvent, c'est cette définition-là, quoi. C'est-à-dire que la 5G elle arrive sur la table et on a un feu roulant dans la presse. On a le président qui dit que si on ne le fait pas, c'est qu'on est des amiches. On a j'entendais quelqu'un d'Orange là, qui dit bah, je veux bien débattre du moment qu'on le fait au bout. Bon. Et du coup, est-ce que quand on parle, en fait, le problème, c'est que souvent, c'est les biais de confirmation et les biais cognitifs quand même qu'on a tous et qui mettent le petit piment et en même temps le petit bazar en démocratie, bah c'est qu'on peut parler de la même chose, mais en fait, on ne comprend pas du tout la même chose. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, tu me parles 5G, moi, je pense sobriété. Je pense, je me dis, mais oh là là, streaming pour tous dans la poche, je me dis problème sanitaire, je me dis surconsommation numérique. Et là où d'autres vont avoir une lecture beaucoup plus peut-être de se dire développement de nouveaux marchés, profit. Et en fait, on va parler de la 5G, on va avoir du mal à se comprendre, on va avoir une forme de dialogue de sourds, parce que du coup, on ne parle pas de la même chose en fait. Et ça, c'est souvent quand même une des limites, un des problèmes des approches par le débat, c'est que le truc qui est dur pour débattre, c'est quand au bout d'un moment, on est dans des mondes un peu différents, quoi. Et c'est pas si facile d'arriver sur des zones de croisement qui aient du sens, quoi. Et c'est pour ça, en fait, que dans nos institutions, il y a des gens, au bout d'un moment, qui arbitrent. Et du coup, bah voilà, je pense que je suis d'accord qu'il faut aller vers cette idée de scénario, mais la vraie question, c'est qui arbitre et comment, quoi. Et est-ce que nos institutions sont toujours en capacité de produire de l'arbitrage sur les sujets qui nous importent, quoi. Et je pense que ça fera l'objet de la suite et d'une prochaine conférence. Des belles perspectives pour les futures séances du cycle. Et Mathilde, merci Clément. Mathilde, pour finir, peut-être un avis sur justement nous, notre rôle de citoyen. Comment est-ce qu'on peut faire pour être plus ancré dans ces débats-là et pour être plus informé? Et je le dis en plus en qualité de rédactrice en chef, on en parlait tout à l'heure, je sais qu'il y a un enjeu énorme des médias où on a complètement raté certaines choses, notamment dans la communication sur des enjeux. On parlait notamment des enjeux environnementaux. Je pense qu'à un moment, on a un rôle aussi à jouer là-dessus. Mais le citoyen. Je n'ai pas de réponse absolue. Je suis assez d'accord avec ce que disaient Antoine et Clément juste avant. Moi, si je devais tirer le meilleur de ce qu'on a pu faire avec l'expérience qu'est la Convention citoyenne, encore une fois, qui n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie participative et délibérative, c'est que c'est non pas que les citoyens demain décident de tout et discutent tous de tous les sujets, et c'est de se dire par contre que moi, j'aimerais bien que demain, dans notre démocratie, chacun des citoyens français puisse participer au moins une fois dans sa vie citoyenne à une assemblée de citoyens de tir au sort, pour qu'ils puissent voir ce que c'est que cette expérience de faire de la politique dans le sens du débat avec des informations contradictoires et au bout d'un moment de prendre une décision collective. Et à quel point c'est dur, on l'a vu, les 150 nous ont dit, je ne pensais pas parler avec des gens aussi différents, je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui pensaient aussi différemment de moi dans mon pays. J'ai entendu ça. Donc c'est des choses qui sont marquantes, je pense que c'est très important pour faire société et aussi pour rabibocher les Français avec la politique au sens noble du terme. Première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que j'aimerais bien être d'accord avec Antoine sur la question du rapport de force. Je pense que malheureusement, en France, au niveau national, on est encore dans une logique de rapport de force parce que
trop souvent, les élus ne jouent pas le jeu dans les dispositifs de participation citoyenne. Ce ne serait pas le cas, je serais complètement d'accord pour avoir un processus itératif. Aujourd'hui, malheureusement, on n'y arrive pas. On y arrive très bien au niveau local, où pour le coup, ça se passe en général, hein, c'est pas vrai à chaque fois, mais ça se passe quand même de manière beaucoup plus fluide et de manière itérative, avec les élus qui jouent beaucoup plus le jeu, parce qu'ils sont aussi beaucoup plus à portée de baffe, comme disent certains, de leurs citoyens que des élus nationaux. Donc je pense qu'on a encore, je pense qu'il y a vraiment des changements institutionnels à faire au niveau national, si on veut que demain, la parole citoyenne soit vraiment prise en compte. Et donc, par exemple, la Convention, sa grande fragilité, c'est son inexistence juridique. C'est-à-dire qu'il faut l'assumer. Ça a été une première étape politique suite au mouvement des Gilets jaunes. Enfin, c'est pas démocratie ouverte et les Gilets citoyens qui ont permis la Convention. C'est le mouvement des Gilets jaunes. C'est un des aboutissements de ce mouvement-là, qui est un mouvement extrêmement politique, évidemment. Et donc, je pense qu'il faut entendre aussi la demande de RIC délibératif. Au final, si la Convention aboutit effectivement sur un référendum, ce sera en quelque sorte le premier RIC délibératif de France. Parce qu'il y a eu la pétition de Priscilla Hudowski qui a lancé le mouvement des Gilets jaunes, la pétition de l'affaire du sexe sur les questions climat, qui toutes les deux ensemble ont mené à une assemblée de citoyens tirés au sort sur les questions d'écologie et de justice sociale, qui aboutira, on l'espère, si les élus jouent le jeu, à un référendum. Là, ce serait puissant et j'espère que demain, nos institutions intégreront ça dans une 6e République ou une 5e renouvelée. Pas forcément... Ça fera l'objet d'un autre cycle, d'un autre épisode, d'un autre cycle. Je voudrais juste peut-être, Antoine, tu voulais peut-être réagir aux propos de Mathilde sur le rôle des politiques et on finira avec toi, Clément. Vous avez 2 minutes chacun et après je coupe le live, je vous le dis. Mais 2 minutes seront amplement suffisants. Non, mais effectivement, la suite logique que vient de décrire Mathilde, je la trouve hyper intéressante dans ce sur quoi on est en train d'avancer. Ensuite, moi, je pense qu'on peut arriver beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit à ces questions de consensus créé par couches successives pour imposer une réalité sur un sujet donné. En l'occurrence, on est en train de travailler sur un projet autour de l'économie post-carbone, dont l'enjeu est justement de fonctionner en multipartie prenante avec des organisations industrielles, avec des financiers, y compris à impact, avec les citoyens, avec le public. Et tout l'enjeu va être de faire cohabiter la discussion et la bonne nature de conversation. On dit bien, c'est John Dewey qui dit de la democracy starts in conversation. J'y crois infiniment. La bonne nature de conversation avec l'ensemble de ces parties prenantes autour de la table qui essayent chacune péniblement dans leur coin d'avancer dans la même direction, mais ne sont pas capables de communiquer. Et les dispositifs sur lesquels on est en train de réfléchir devraient leur permettre de le faire. Je ne crois pas que ce soit un vœu pieux. En tout cas, on travaille d'arrache-pied pour aller dans cette direction sur la période 2021. Et si c'est le cas, c'est pas un rapport de force au sens antérieur du terme blanc contre noir qui se crée de mon point de vue. C'est une force collective qui se met en mouvement pour indiquer une direction donnée, pour compléter la une du FT de l'année dernière. Hein, c'était Capitalism Time for Reset. Là, ce serait un nouveau chemin pour le capitalisme à l'ère de la transition post-carbone. Et je pense que ça peut aller très loin, très vite. Et je crois, pour finir, que justement, j'en reviens à la question de la France et de l'Europe, c'est là où on peut justement prouver quelque chose qui soit un autre modèle que les modèles proposés par le modèle anglo-saxon actuel et ou le modèle asiatique, et notamment évidemment le modèle chinois en ce moment, en proposant des nouvelles modalités pour affronter justement ces défis qu'on doit relever. Et moi, je me battrai jusqu'au bout pour qu'on y arrive à proposer justement ces nouvelles méthodes. Merci Antoine. Clément, peut-être une dernière réaction. Juste moi, très rapidement, pour conclure, 2 choses. Je pense que d'un côté, on a besoin de toujours plus de démocratie, notamment sur tous les défis qu'on a relevés. On a besoin évidemment de nouveaux récits. C'est là où je rejoins, je pense, Antoine, c'est-à-dire que il faut qu'on arrive, enfin, notamment les questions de transition écologique, elles passeront pas par de la technocratie. Je veux dire, c'est pas le modèle des experts dominants qui vont imposer des solutions. On a besoin d'une société qui transitionne, qui adopte des formes plus circulaires d'économie, etc. Et donc, on a besoin d'une bataille culturelle, en fait. Et donc, on a besoin de discuter. Ça, je pense qu'on partage. Et je pense que cette bataille culturelle doit être couplée à une bataille plus politique. Et il faut des jeux d'alliance, quoi, en fait, hein, entre ceux qui participent, ceux qui manifestent,
c'est une vieille question, mais qui est toujours d'actualité. Et peut-être un dernier mot. Toute la difficulté qu'on a, c'est que justement, cette réalité démocratique, elle est extrêmement menacée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a tous les jours des indices qui nous disent que finalement, qui peuvent laisser penser qu'il y a d'autres manières que la manière démocratique d'y arriver, qu'il y a d'autres manières que la manière démocratique qui vont permettre d'avancer sur les questions climatiques. Trump a proposé un autre pari aux Américains, beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus populiste. On voit là, par exemple, les Chinois qui ont sorti cette semaine, le président chinois a sorti un plan où il propose, de manière extrêmement autoritaire, d'arriver à la neutralité carbone en 2060. Et finalement, est-ce que ce n'est pas un grand pas pour la transition écologique? Peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que, au vu des fonctionnements, ce n'est pas l'approche démocratique que nous, on souhaite désirable. Donc, on voit bien que c'est menacé de toutes parts et que on est sur une ligne de crête qui n'est pas facile à suivre. C'est un vaste sujet que j'aimerais bien continuer à faire avec vous. J'aimerais bien continuer à débattre, mais là, je me suis promis, déjà, on a explosé les scores, donc c'est très bien. Potentiellement, je vous réinvite dans une prochaine pour continuer sur ces thématiques-là, si ça ne vous dérange pas, parce que j'ai encore 10 milliards de questions à vous poser. Merci à vous trois. Merci Mathilde, merci Antoine, merci Clément. Merci de nous avoir écoutés. L'actualité du mouvement Up, sachez que le podcast sera réécoutable dans une semaine et vous pourrez bien évidemment reprendre note. On n'a pas pu répondre à toutes les questions qui ont été posées et je suis désolée, on essaiera de le faire un peu plus tard lors de ce cycle sur la démocratie. Et une petite actu du mouvement Up, le 9 octobre, on sort un numéro dont le cahier central porte sur la solidarité. On va vous prouver sur 50 pages que la solidarité, ça fait du bien, même à ceux qui l'offrent au quotidien. Je vous remercie. Merci encore à tous d'avoir été là ce soir. Salut et bonne soirée. Ciao.